la partie protection de l'enfance. Merci beaucoup pour cette première partie de propos qui va amener, je pense, des questions vis-à-vis de nos collègues. Moi, j'en ai quelques-unes. Vous l'évoquiez très rapidement sous forme d'un petit graphique un peu sympa, d'un petit dessin. Moi, j'aimerais savoir combien de fois vous n'avez pas les documents fournis, parce que je ne vois pas les chiffres. Je vois le petit dessin comme quoi l'enquête sociale, l'enquête d'éducateur n'arrive pas. J'aimerais savoir un petit peu comment on peut essayer d'améliorer ce système. Moi, je plaide pour qu'il y ait un avocat en assistance éducative. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet-là. On voit aussi, à travers la justice, qu'il y a différentes manières de faire sur la notion de discernement, où certains vont dire avant 13 ans, de toute façon, c'est pas, donc j'entends pas, ou je vois pas. Donc moi, j'aimerais qu'on discute de cette notion de discernement. Au pénal, on n'a pas cette notion de discernement pour les mineurs. Pourquoi on l'aurait au civil? Donc ça m'intéresse à ce niveau-là. J'aimerais comprendre aussi pourquoi les juges, on n'arrive pas à aller sur les tiers dignes de confiance. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés, point de vue justice, d'aller sur tiers dignes de confiance, où je pense que ça peut être quand même une solution plutôt que de laisser au domicile des enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ordonnance de placement provisoire. J'ai l'impression qu'il nous manque une ordonnance de protection provisoire qui pourrait permettre peut-être d'intervenir assez vite pour arrêter les droits de visite, arrêter certaines choses. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et pour terminer, pour avoir régulièrement des documents qui sont envoyés par différents types de parents, à plusieurs reprises, j'ai des jugements JAF et JE qui se contredisent sur les relations, notamment avec les parents. Je me pose la question de continuer à avoir cette dualité pour les dossiers des enfants suivis par les JE. Est-ce qu'à votre avis, on ne devrait pas, quand un enfant est suivi par un JE, ne plus avoir la notion de JAF sur les droits de visite et tout confier au JE pour éviter, bien qu'on dise qu'un enfant puisse retourner voir son agresseur sur l'un et que l'autre dise non? Donc voilà pour mes premières questions. Chers collègues, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai fait un débat l'autre jour, un café débat en fait sur ce sujet-là, et il est ressorti le souci des administrateurs ad hoc. Tout le monde a l'air de nous dire que c'est quelque chose de très bien. C'est des bénévoles. Le problème, c'est qu'on en a de moins en moins. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? 2, est-ce que ces gens-là auraient besoin de formation supplémentaire? Et puis, vient aussi le problème de la rémunération, parce qu'ils sont bénévoles, mais ils sont quand même légèrement payés entre 150 et 400 euros. Tout ça à la fin de la procédure, donc ça peut être très long, des fois 7-8 ans après. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de réfléchir tous ensemble sur un vrai statut de l'administrateur ad hoc? Merci. Merci beaucoup. Madame Dordain? Oui, merci. Moi, j'aurais 3 petits points, en fait. Alors là, on a parlé évidemment des placements en institution, mais quelle marge de manœuvre on aurait également sur les autres mesures possibles? Est-ce que les délais sont tout aussi longs pour les assistances éducatives en milieu ouvert, les AED également, puisque je pense que l'administration peut aussi intervenir avant le judiciaire lorsque cela est possible, mais également les mesures pour soutenir l'ensemble de la famille, telles que la MJAGBF, ce type de mesures qui peut aussi être des alternatives, en tout cas pour éviter le placement pour les enfants pour lesquels cela est possible. Votre avis sur justement les tiers dignes de confiance? Donc nous, il y a eu une expérimentation dans la Somme qui a été menée par l'UDAF. Un gros questionnement sur l'encadrement de ces tiers dignes de confiance, quelles enquêtes au préalable, comment on accompagne ces familles. Un exemple on a pu me faire il y a peu de temps, une personne de 80 ans qui gardait son petit-fils de 16 ans sans accompagnement, sans soutien. Comment c'est possible? Et est-ce qu'on ne met pas plus en danger et la grand-mère et ce jeune de 16 ans? Et une dernière question concernant, là on a évoqué la situation des jeunes, des mineurs dans leur ensemble, la part des enfants en situation de handicap concernés.
Voilà, parce qu'on en parle peu. On commence à en parler, mais c'est encore très faible. Là, j'ai eu les chiffres, hein, justement, pour le département de la Somme, si ça vous intéresse, au 31 mars 2024. On est quand même à presque 600 enfants en situation de handicap qui sont placés aujourd'hui. C'est énorme. Et donc, comment faire et comment vous, en tout cas au niveau de la magistrature, au niveau de la justice, comment vous pouvez intervenir? Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Donc j'ai bien noté déjà qu'il y avait à ce stade pas de perspective de recrutement supplémentaire de juges des enfants, si ce n'est de combler les postes vacants, et encore là aussi visiblement il n'y a pas trop de visibilité là-dessus. J'ai deux questions du coup. Est-ce que on voit bien que la priorité est donnée sur le pénal, mais est-ce qu'à l'instant T, est-ce qu'il y a des moyens à réorienter, c'est-à-dire des choses qu'on devrait moins faire d'un côté pour avoir davantage de moyens sur le civil, sans attendre les recrutements supplémentaires, et est-ce qu'il y a une piste là-dessus? Et le deuxième élément, c'est que, bon, je vois dans les propositions que vous faites, des moyens supplémentaires, très bien, la publication mensuelle, la transparence, etc., d'accord, mais une fois qu'on a fait la transparence, chaque mesure qui n'est pas exécutée est un problème. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'on a 300 ou 800 ou 900. Le but, c'est qu'il y en ait zéro. Pas d'avoir la transparence sur comment c'est mal fait, mais bien d'avoir les résultats sur comment ça doit être fait. Il y a des propositions qui ont été faites par plusieurs syndicats, associations, sur le fait que l'État pourrait peut-être reprendre une partie de ses responsabilités en la matière. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Est-ce qu'il faudrait qu'il prenne les mesures non exécutées à sa charge? Voilà. Est-ce qu'il faudrait qu'il reprenne l'intégralité des missions en tant que telles pour avoir une logique de résultats? Parce qu'on voit bien que l'État, quand il y a une volonté politique et qu'il met les moyens sur la table, on sait faire sortir de terre des foyers d'hébergement, des centres d'accueil, et on sait faire des choses concrètes et tangibles que les départements, objectivement, ne savent pas faire. À ce stade, en tout cas, ils ne savent pas. En tout cas, le constat, il est là, puisque moi, qui ai participé au débat sur la loi de 2022, sur la loi d'Adrien Taquet, on nous disait par exemple que le placement à l'hôtel, de toute façon, on en gardait un peu, mais c'est justement le temps de construire les places nécessaires et l'accueil de famille, et que les situations reviennent à la normale. Bon, bah ça y est, on est 2 ans après, un peu plus de 2 ans après. La messe est déjà dite et on n'a pas les perspectives que ça s'améliore. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas, vu que les questions sont plus systémiques, quels sont les curseurs systémiques qu'on doit faire bouger par-delà les moyens? Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vous laisse répondre à ces nombreuses questions. Alors, sur la question des... Donc, l'illustration, en fait, c'est l'illustration des délais d'exécution des mesures en milieu ouvert. Ça rejoint une de vos questions, qu'on a donc essayé d'évaluer, parce que ces délais nous semblent très problématiques, que ce soit l'AEMO, l'AED en administratif, ou même les mesures d'aide à la gestion du budget familial. Donc, ce ne sont pas les rapports qui mettent du temps à arriver, ce sont réellement les mesures qui ne sont pas mises en application. Tout simplement parce qu'il y a une file d'attente en fait dans les départements, avec des moyens insuffisants aux services habilités, puisque maintenant c'est beaucoup le secteur associatif habilité qui exécute, qui est chargé d'exécuter ces mesures à domicile. Et donc là-dessus, c'est vrai que peut-être que ça paraît un peu court comme réponse, mais nous, comme ça, on se dit il faudrait surtout doter... Premièrement, avoir plus de transparence, parce que je pense que c'est quand même important, et c'est quand même déjà commencer à remédier au problème de savoir où se situent les points noirs. Et là, il y a une opacité totale qui est entretenue par certains départements. Et donc, publier des tableaux de bord, savoir quelles sont les mesures disponibles, quelles sont les files d'attente dans les services d'aide éducative à domicile, ça permettrait quand même, je pense, d'identifier peut-être un certain nombre de leviers, sachant que pour l'instant, ce que font beaucoup les départements quand même, ce qu'on voit, c'est qu'ils essaient à moyens constants
de prendre de plus en plus de mesures, et donc en fait ils augmentent le nombre de mesures par éducateur. Voilà. Donc là on voit les ratios qui changent. Il y a des départements qui ont expérimenté la mesure unique. Donc par exemple c'est le cas en Loire-Atlantique, il y avait une mesure à domicile qui était intensive, donc avec des difficultés familiales très importantes pour éviter un placement, qui était ordonnée par les juges des enfants. C'était, je crois, 10 mesures par éducateur, et puis la mesure plus classique où l'éducateur voyait la famille une fois par mois, où là c'était 20 mesures par éducateur. Le délai d'attente des mesures intensives, c'était 1 an. Donc les juges des enfants ont protesté auprès du département. Voilà, ça générait du placement, parce qu'évidemment, quand une situation est très très dégradée et qu'il n'y a pas d'éducateur, ça finit quand même dans un certain nombre de situations en placement. Et donc le département a dit, bon, on va faire une mesure unique, et on va laisser l'appréciation à l'association, qui va dire s'il faut de l'intensif ou si maintenant on peut se passer d'intensif, et on peut revenir sur un rythme moins soutenu. Et voilà, dans les faits, en fait, les éducateurs disent tous, on a plus de mesures qu'avant, et on peut moins suivre les mesures qui nous sont allouées. Donc la difficulté, je pense que, encore une fois, obliger les départements à avoir de la transparence sur toutes ces mesures, ça serait un premier pas pour savoir exactement, voir ce qu'il y a dans cette boîte noire. L'avocat en assistance éducative, épineuse question, puisque ça ne fait pas consensus, même si de plus en plus d'avocats, et notamment le Conseil national des barreaux, s'est prononcé en faveur de l'avocat systématique en assistance éducative. Le syndicat de la magistrature s'est pas prononcé, la question est toujours en réflexion au sein chez nous, au sein des magistrats, même si on est quand même plutôt favorable à ce qu'il y ait un développement de la place de l'avocat en assistance éducative, mais il ne faut pas y voir un palliatif à ce que pourrait faire le juge. En fait, c'est un peu ça qui nous effraie. C'est-à-dire qu'on lit aussi dans certaines argumentations, c'est bien, si l'avocat est là, il va pouvoir faire contre-pouvoir et alerter sur les dysfonctionnements. C'est pas son rôle, quoi. Donc il faut régler les dysfonctionnements, et puis effectivement développer la place et le rôle de l'avocat. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous questionne, c'est les débats en fait qui ont lieu au sein même de la profession sur la question du mandat. Il y a des avocats qui nous disent, moi je suis pas du tout à l'aise avec le mandat d'un enfant de 3 ans qui n'est pas capable finalement de dire exactement ce qu'il souhaite et quel mandat il me donne, je ne me sens pas la légitimité professionnelle pour dire moi-même quel est mon mandat. Et puis il y en a d'autres qui disent au contraire, le mandat c'est celui de la loi. Bon, nous, on penche plutôt sur la généralisation de l'avocat, mais on n'a pas de position complètement arrêtée sur ce sujet. Mais c'est sûr que ça serait quand même un progrès dans l'exercice des droits, et notamment pour tous ces enfants qui ne peuvent pas être entendus alors qu'ils devraient l'être systématiquement. C'est sûr que s'ils avaient un avocat, ça permettrait à l'avocat au moins d'assister à l'audience et de représenter et de porter la voix de l'enfant qui n'est pas celle de ses parents. Sur la question du discernement, également une question qui divise beaucoup les professionnels, notamment puisque la loi Taquet a apporté des obligations. Il y a des réflexions en cours actuellement, et il y a cette notion de discernement qui existe au pénal. Alors, ce n'est pas la même qu'en assistance éducative, et c'est bien la difficulté d'ailleurs. Est-ce qu'on peut fixer un discernement de 7 ans en assistance éducative et dire qu'au pénal, il est de 13 ans, et qu'en dessous de 13 ans, on est irresponsable? Nous, on ne veut pas que cette question du discernement tire vers le bas l'âge de la responsabilité pénale. Vraiment, on trouve très bien que la France ait enfin fixé un seuil d'irresponsabilité pénale, puisque c'est conforme à ses engagements internationaux et qu'elle était en violation de la Convention internationale des droits de l'enfant jusqu'à ce qu'elle prenne cette mesure. En assistance éducative, c'est vrai que cette notion, elle est controversée, elle va avec cette question de l'avocat. Est-ce qu'il faut fixer un seuil d'âge? Il y a beaucoup de juges des enfants qui pensent que non, et en même temps, c'est source d'arbitraire. Très clairement, puisqu'il y a des juges d'enfants qui disent un enfant n'est pas discernant avant 12 ans, je ne les entends pas. Et puis un autre qui va vous dire, mais à 6 ans, l'enfant est parfaitement discernant, je les entends. Donc clairement, ça peut être source d'arbitraire. Après, il faut laisser aussi une souplesse d'appréciation aux professionnels. Donc voilà, comment trouver ce système? Et c'est sûr que cette notion-là, actuellement, elle pose difficulté parce qu'elle suscite désormais des obligations que les juges des enfants ne sont pas vraiment en mesure d'assumer, et notamment cette question de la notification, par exemple, des décisions ou de l'audition systématique.
Sur la question des tiers dignes de confiance, il y a effectivement très peu de placements tiers dignes de confiance et c'est une difficulté importante. Il y a une question de culture professionnelle qui est soulevée dans les différents diagnostics qui sont posés à cet égard, que ce soit les travaux de l'ONPE ou les travaux parlementaires à ce sujet. Donc il y a une question de culture professionnelle, des professionnels qui vont peut-être plus facilement vers le placement institutionnel, mais il y a aussi une question de soutien à la parentalité. Et là, on retombe sur les mesures d'aide éducative à domicile, c'est-à-dire que nommer un tiers digne de confiance, pour reprendre l'exemple que vous donniez, une grand-mère de 80 ans pour élever son petit-fils, c'est sans doute une très bonne solution familiale, puisque ce qui est plus important, c'est de rechercher la sécurité affective et physique, et que, ça peut être très très bien, mais sans soutien à la parentalité, évidemment, ça peut poser difficulté pour une personne très âgée avec un petit-fils un peu remuant. On voit tout de suite les difficultés que ça peut poser. Et donc, avec un soutien à la parentalité, un éducateur qui intervienne régulièrement, ou voilà, des activités qui puissent être proposées, ou que sais-je, en fonction de la situation, ça remédierait à cette situation. Et donc là, on retombe sur la difficulté, c'est-à-dire que quand on est juge des enfants et quand on veut désigner un tiers digne de confiance, souvent l'évaluation est très difficile parce qu'il faut des éducateurs et des professionnels pour évaluer et que les mesures judiciaires d'investigation éducative mettent de longs mois à être exécutées et qu'on ne va pas confier un enfant à une famille dont on ne sait rien, a priori. Voilà, en tout cas, ça sera plus difficile. Et après, une fois que l'enfant est confié, il faut effectivement une aide et que cette aide fait défaut par manque de mesures à domicile. L'ordonnance, vous avez appelé ça l'ordonnance de placement, de protection provisoire. Alors, je ne sais pas très bien quelle différence vous faites avec l'ordonnance de placement provisoire, en fait. C'est parce qu'en réalité, cette mesure, elle existe. C'est une ordonnance de placement provisoire. Elle est exécutoire à la sortie de l'audience. Moi, j'ai déjà placé un enfant à l'audience comme juge des enfants. Justement, je me permets, c'est